Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sciences et Culture. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel entretien. Nous avons le plaisir de recevoir Alessandro Morbidelli, astronome, planétologue et professeur au Collège de France, récompensé de nombreuses fois pour ses travaux. Il est venu nous parler d'exoplanètes, d'astéroïdes et de vie extraterrestre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager la vidéo. On est très heureux de vous présenter ce nouvel entretien. Bonne vidéo. Alors bonjour, monsieur Alessandro Morbidelli. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui à l'ENS pour cet entretien. Je vais commencer par vous présenter assez rapidement. Donc vous êtes astronome et planétologue, rattaché à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Vous êtes également professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Formation des planètes, de la Terre aux exoplanètes depuis 2023. Vous avez entre autres dirigé le programme national de planétologie. Vous êtes encore à la tête du groupe thématique Système solaire du CNES. Vous êtes également rédacteur en chef de la revue internationale Icarus. Vous avez eu plusieurs récompenses, notamment celle de médaille d'argent du CNRS, de prix Huré de l'Association astronomique américaine, ou encore celui de Grand Prix Mergier-Bourdec de l'Académie des sciences. Je cite également une publication récente, leçon inaugurale au Collège de France, déterminisme et stochasticité des processus de formation planétaire, en juin 2024. Et vous êtes aujourd'hui avec nous pour parler notamment de systèmes planétaires, entre autres du système solaire. Pour commencer, une question introductive. Comment vous est venue cette passion pour l'astronomie et la planétologie? La passion pour l'astronomie naît jeune, hein. Ça suffit de regarder les ciels. Ça pose beaucoup de questions et donc on veut creuser ces questions. C'est une science fascinante. L'astronomie est peut-être la science la plus fascinante. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'astronomes amateurs. Il n'y a pas autant de chimistes amateurs, de biologistes amateurs. Voilà, parce que c'est une science voilà, qui fait rêver, qui pose les plus grandes questions, les questions que l'humanité se pose depuis toujours. Donc c'est facile d'être fasciné par l'astronomie. Après, autre question est réussir à devenir astronome. Donc là, évidemment, c'est toute une série d'études en physique, en mathématiques. Moi, j'ai un master en physique, un doctorat en mathématiques. La carrière un peu erratique au départ, parce que ça ne suffit pas de vouloir le faire. Il faut aussi trouver les bonnes opportunités. Parfois, des opportunités se ferment, d'autres s'ouvrent. Il faut savoir s'adapter un peu au parcours. Donc, à un moment donné, je vais presque abandonner l'idée d'être astronome. J'ai travaillé plutôt en physique mathématique, théorie des perturbations, etc. Mais qui dit théorie des perturbations dit aussi mécanique céleste. Et donc, voilà, c'était un peu ma manière de retourner dans les domaines de l'astronomie, un peu par la fenêtre, après avoir été mis à la porte. Et donc, c'est par ces biais-là que je commence à travailler sur la dynamique du système solaire. D'abord, le système solaire actuel, donc la dynamique des comètes, la dynamique des astéroïdes, transfert des météorites, par exemple la ceinture d'astéroïdes vers la Terre. Et après, je me suis vraiment intrigué à la formation du système solaire, en particulier avec la découverte de la ceinture de Kuiper, dans un disque des petits corps au-delà de Neptune, qui ressemble à rien à ce à quoi on s'attendait. Donc, ça nous a vraiment révélé que la formation planétaire devait être beaucoup plus complexe que celle qu'on pensait à l'époque, enfin, au début des années 90. Et donc, ça a donné l'élan voilà, pour essayer de reconstruire les passés dynamiques de notre système planétaire. Je vais commencer par quelques questions simples qui ont été formulées par des étudiants qui connaissent très peu de choses à la physique, à l'astronomie. Donc des questions, vous allez le voir, très courtes, très simples. La première, pourquoi certaines planètes comme Saturne et Uranus ont des anneaux et d'autres comme la Terre n'en ont pas? Oui, c'est une très bonne question. En fait, toutes les planètes géantes ont des anneaux, aussi Jupiter et Neptune. Alors, ces anneaux sont plus ténus, hein, ce ne sont pas aussi spectaculaires que les anneaux de Saturne, donc on les a découverts seulement en allant sur place avec les sondes spatiales, mais c'est vrai que les planètes telluriques, elles n'ont pas. Et la raison est que je pense, c'est probabiliste, donc pour générer des anneaux, il faut qu'un corps se brise, et pour se briser, il faut passer proche de la planète, à l'intérieur de ce qu'on appelle la limite des roches, où les forces des marées détruisent le corps. Et pour les planètes géantes, il y a suffisamment d'espace entre la surface de la planète et la limite des roches. Pour les planètes telluriques, qui sont petites, il faut être très proche de la planète. Donc il y a quand même de l'espace, mais c'est très, très petit. Par exemple, pour la Terre, c'est seulement 3 rayons terrestres. Donc il faut vraiment très bien viser pour pouvoir se briser. Alors, c'était peut-être le cas à une époque. On pense que la Lune est née d'un anneau circumterrestre,
issu d'une collision sur la Terre. Mais évidemment, c'était il y a 4 milliards et demi d'années, donc l'anneau a disparu et ça a formé la Lune. Les anneaux de planètes géantes aussi tendent à disparaître parce qu'ils tendent à s'étaler, ils tendent à être détruits par les collisions avec les poussières interplanétaires. Mais voilà, on voit encore les vestiges aujourd'hui. Alors, deuxième question, encore une fois assez simple. Est-ce qu'il existe des systèmes planétaires avec plusieurs étoiles et pourquoi n'existe-t-il pas de planètes ou d'étoiles non sphériques? Alors, il existe des systèmes planétaires avec plusieurs étoiles. On a découvert des systèmes, des planètes dans des systèmes binaires ou même dans des systèmes triples. Et ces planètes, donc extrasolaires, pas dans notre système solaire, soit ils tournent autour de la binaire, sont distants, donc pour eux la binaire c'est presque comme une étoile de l'aube, et tournent autour de la binaire, soit ils sont très proches d'une des deux étoiles, et donc la deuxième composante stellaire agit un peu comme un perturbateur distant. Donc ce sont des domaines où l'orbite de la planète peut rester stable. Pourquoi ils ne sont pas sphériques? Parce que la gravité tend à concentrer les matériels au centre jusqu'à quand les forces de pression contrebalancent la gravité. Et donc l'équilibre est la même distribution des matières dans toutes les directions, c'est seulement les profils radial qui comptent, sauf quand il y a une rotation rapide. Parce que la rotation rapide crée une force centrifuge, qui évidemment est seulement à l'équateur et pas au pôle. Et dans ces cas-là, les objets sont effectivement pas tout à fait sphériques, mais un peu aplatis. C'est le cas par exemple d'Uranus. Uranus a un peu une forme de toupie. Oui. Alors, une dernière question un peu crédule. Pourquoi les planètes du système solaire tournent-elles toutes dans le même sens autour du Soleil? Et est-ce que ce modèle est stable ou bien des planètes pourraient hypothétiquement entrer en collision à terme au sein du système solaire? Alors, les planètes tournent tous dans la même direction, et c'est la même direction que la rotation du Soleil sur lui-même. Et la raison, on pense, est que les planètes se forment au sein d'un disque protoplanétaire, et ces disques c'est les mêmes disques qui donnent origine à l'étoile. Donc ça a du sens que la matière tourne dans les mêmes sens dans les soleils et dans les disques, parce qu'en fait c'est la matière du disque qui tombe sous le soleil et alimente le soleil. Cette orientation initiale est tout à fait arbitraire et dépend du moment cinétique total, net, du nuage moléculaire qui s'effondrait sur l'étoile. Et d'ailleurs, c'est vraiment une orientation au pif. On est incliné, les plans du système solaire est incliné de 120 degrés par rapport au plan de la galaxie. Donc vraiment, les orientations des disques sont tout à fait aléatoires, comme les orientations des spins stellaires. Mais ils ont tendance à être alignés, et donc les planètes qui se forment dans les disques vont avoir la même orbite. Après, dans l'évolution planétaire, on peut avoir des fortes perturbations, et donc on découvre autour des autres étoiles des planètes dont l'orbite est très inclinée par rapport à l'équateur stellaire, voire même sont rétrogrades. Mais on ne pense pas qu'ils se soient formés sur ce type d'orbite, on pense que c'est des orbites qui ont été fortement perturbées par un agent externe, passage d'étoiles, des rencontres entre planètes, etc. Concernant la stabilité du système solaire, alors on peut diviser les systèmes solaires en deux parties, la partie interne, la partie externe. La partie externe, il y a les planètes géantes, la partie interne, il y a les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Les planètes géantes sont parfaitement stables, donc aujourd'hui elles se sont calmées, ils ont fait leur bizarrerie dans le passé, mais aujourd'hui ils ont des orbites bien séparées, et donc rien ne va changer pour elles. Les planètes telluriques, c'est autre chose. Les planètes telluriques sont perturbées à la fois par leur force mutuelle, mais aussi par les planètes géantes. Et donc, ont des mouvements chaotiques, orbitales chaotiques, et en particulier, ces chaos donc, affectent l'excentricité et l'inclinaison des orbites, et en particulier l'orbite de Mercure. Et les travaux de Jacques Lascar à l'Observatoire de Paris ont montré qu'il y a une probabilité de 2% que d'ici 4 milliards d'années, donc à peu près la vie physique du Soleil avant de devenir une géante rouge, Mercure puisse devenir suffisamment excentrique de croiser l'orbite de Vénus. À ce point-là, des collisions pourraient être possibles. C'est une probabilité de 2% d'ici la fin de la vie du Soleil. Si le Soleil pouvait exister pour toujours, à l'infini,
disons, la probabilité qu'il y ait des collisions entre planètes telluriques serait de 50% au bout de 40 milliards d'années. D'accord. C'est un résultat récent de Mongavero et Lascar. Donc, le système solaire n'est pas tout à fait stable. Voilà. On dirait que c'est dans un état métastable, ce qui n'est pas surprenant parce qu'on est ici. Si on était violemment instable, bon, le système aurait déjà changé depuis longtemps. Donc, on est vraiment sur les bords de l'instabilité, une instabilité qui peut se manifester sur l'âge physique du système. Vous avez parlé de l'âge du système, justement, je vais passer à des questions cette fois-ci seulement sur le système solaire. Le système solaire donc, a environ 4,5 milliards d'années. Comment est-il né? Quelles en sont les origines? Et surtout, comment fait-on, en tant qu'astronome, planétologue, pour déduire la façon dont le système solaire s'est formé, seulement en observant le système solaire tel qu'il est aujourd'hui? Voilà, donc bon, c'est beaucoup de questions à la fois. Alors, je peux vous les poser une par une si vous voulez. On va voir si je ne les oublie pas. Donc, comment le système s'est formé? On ne sait pas pour sûr, mais voilà, il y a des déductions. Alors déjà, Laplace, Pierre-Simon de Laplace, avait conçu cette idée que les planètes doivent se former dans un disque, en observant que les planètes du système solaire orbitent toutes pratiquement dans les mêmes plans, dans la même direction, comme on l'a évoqué. Et il avait compris pourquoi il doit se former un disque, justement, parce que la matière ne peut pas tomber au centre de l'étoile s'il y a une rotation, les moments cinétiques conservés. Donc une partie de la matière doit partir dans les disques. Et on pense que c'est toujours valable. Après, bon, on a des détails sur comment les planètes se sont formées, exactement, ça peut varier d'un modèle à l'autre. Quand est-ce que le système solaire s'est formé? On le sait seulement par le biais des isotopes radioactifs. Donc là, les premiers grains se sont formés il y a 4,568 milliards d'années. Et à partir de là, on a la formation des corps, les premiers planétésimaux, donc des petits corps, un peu comme les astéroïdes, se sont formés dans les premiers millions d'années. On a des planètes comme Mars qui se sont formées en 4 millions d'années. Les planètes géantes ont complété leur formation avant 5 millions d'années. À 5 millions d'années, on sait que les gaz ont disparu parce qu'il n'y a plus de traces des champs magnétiques qui sont liés au disque. Après, et les grosses planètes telluriques comme la Terre et Vénus se sont formées sans doute plus longtemps. Enfin, pour Vénus, on ne sait rien parce qu'on n'a pas d'échantillon. Mais pour la Terre, il a fallu au moins 50 millions d'années pour former notre planète. Donc ça, c'est vraiment les isotopes radioactifs qui nous le disent, ce n'est pas les modèles. Après, comment est-ce qu'on fait pour reconstruire quelque chose qu'on ne peut plus voir? Voilà, il faut élaborer des modèles et ces modèles doivent expliquer des contraintes observationnelles, comme par exemple les temps de croissance que je viens d'évoquer. Ils doivent expliquer les nombres de planètes, leur masse, leur distribution, leur orbite, etc. Et si un modèle permet d'expliquer tout ça, et on peut l'accepter avec confiance jusqu'à quand de nouvelles découvertes observationnelles peuvent le remettre en question. Il y a toujours du débat sur la formation des planètes du système solaire. Il y a un débat assez féroce en ce moment, par exemple, sur la formation des planètes telluriques. Est-ce qu'ils se forment surtout par les biais des collisions géantes ou est-ce qu'ils se forment plutôt par accrétion des poussières? Et donc, il y a deux camps, deux groupes de recherche qui s'affrontent et chacun cherche à démontrer que son modèle permet d'expliquer des choses que le modèle des adversaires ne sait pas expliquer. Ça fait partie de la dialectique scientifique. Donc, exactement, on ne sait pas, on n'a pas une certitude, mais quand les modèles arrivent à expliquer beaucoup de choses, beaucoup d'observations ont tendance à être acceptées. Aujourd'hui, on a la chance qu'on peut voir ailleurs d'autres systèmes planétaires formés, d'autres systèmes planétaires en formation. On peut observer des disques. Donc, on peut regarder des systèmes en formation dans les différentes étapes. Mais évidemment, on n'est pas sûr que tous les systèmes passent exactement par les mêmes étapes. Et à un moment donné, certainement, ce n'est pas vrai, parce que le système solaire est très différent des systèmes extrasolaires qu'on observe. Donc, à un moment donné, il doit y avoir des divergences évolutives. Et donc, si on observe un système en formation à un moment donné, on n'est pas certain que le système solaire soit passé exactement par la même étape. Mais ça donne quand même des indications, des idées, etc. Vous avez, d'abord félicitations parce que vous avez répondu aux 3 questions sans besoin de les répéter. Une question qui rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure sur la limite d'âge entre guillemets du Soleil. Que se passera-t-il pour les planètes du système solaire lorsque le Soleil entrera en fin de vie, pour parler assez simplement? Les soleils, quand ils rentrent, les étoiles en général, quand ils vieillissent, et
elles ont une contraction interne et une expansion des couches superficielles. Donc le Soleil va devenir une géante rouge, on les observe, Bételgeuse, Orion, c'est ça. Donc c'est des étoiles très grandes et qui vont engloutir les planètes internes jusqu'à la Terre. En plus, ces étoiles perdent la masse dans les vents stellaires. En perdant la masse, les orbites des planètes vont évoluer parce que le moment cinétique du système doit être conservé. Donc les orbites des planètes tendent aussi à s'éloigner. Les planètes, relativement à la masse de l'étoile, vont devenir plus grosses parce que l'étoile perd la masse. Et donc, si les planètes, dans certains cas de figure, si les planètes sont stables quand le Soleil, l'étoile a toute sa masse, peuvent devenir instables au moment où le Soleil ou l'étoile perd 20-30% de sa masse. Donc, il y a des transformations très importantes dans un système planétaire. Et à la fin, il y a des planètes qui sont englouties par les étoiles. On en voit la trace. Par exemple, quand on regarde les naines blanches, qui sont l'état final d'étoiles comme le Soleil, souvent, ces naines blanches sont polluées par des matériaux rocheux qui doivent être tombés sur l'étoile. Donc, c'est des petits corps de planètes, des débris de planètes déstabilisés qui tombent sur l'étoile. Ça nous amène à un autre volet de questions, cette fois-ci sur les systèmes extrasolaires. La première sur les exoplanètes. Même si des penseurs comme Giordano Bruno ont émis l'hypothèse dès la fin du XVIe siècle qu'il y avait des planètes extérieures au système solaire, la preuve de leur existence n'a été abordée que récemment, en 1995 avec Meyer et Queloz. Comme les planètes n'émettent pas de lumière, comment fait-on pour observer une exoplanète ? Oui, tout à fait, c'était la grande difficulté. C'est pour ça que la découverte des planètes extrasolaires a eu lieu si tardivement. Alors, la plupart des planètes extrasolaires sont découvertes par méthode indirecte, c'est-à-dire on ne voit pas la planète comme un point lumineux. On voit que le mouvement de la planète, il y a un corps qui induit un mouvement de l'étoile. Et le mouvement de l'étoile, on peut le mesurer par effet Doppler. Et en partant donc de ces mouvements qu'on voit de l'étoile, on déduit la période de la planète et la masse de la planète par rapport à l'étoile. C'est comme ça que 51 Pegb, la planète de Meyer et Queloz, a été découverte. Une autre technique, c'est la technique des transits. Si on a de la chance, la planète passe devant l'étoile, ça crée une mini-éclipse. Évidemment, pas une éclipse totale, donc l'étoile ne va pas disparaître parce que le disque de la planète est beaucoup plus petit par rapport au disque de l'étoile. Mais la luminosité peut baisser d'une millimagnitude pour les astronomes amateurs. Donc c'est quelque chose qu'aujourd'hui on peut mesurer avec des bons photomètres. C'était impossible avant. Et ça, par exemple, c'est les méthodes qu'utilisent les télescopes spatiaux comme Kepler-Corot d'abord. Le premier télescope à découvrir des planètes extrasolaires par transit était un télescope français du CNES. Mais ensuite, les plus gros télescopes comme Kepler et TESS de la NASA, dans les futurs plateaux de l'Agence spatiale européenne. Il y a d'autres techniques, les micro-lentilles, par exemple. On peut voir une étoile de fond et devant elle passe une autre étoile avec une planète. Ça crée une lentille gravitationnelle, l'étoile, et la planète crée une mini-lentille sur la lentille principale. Et donc là, on peut déduire par des modèles un peu statistiques quelles sont les propriétés de la planète. Malheureusement, à différence des deux premières techniques qui se répètent, donc on peut revenir, continuer à observer, etc., les micro-lentilles gravitationnelles ont lieu une fois et pas deux. Et donc, voilà, il n'y a pas moyen de revenir dessus, vraiment confirmer les observations. Il y a des planètes qu'on peut voir. Ce sont des planètes supergéantes, de l'ordre de 10 fois la masse de Jupiter, très distantes de leur étoile, et jeunes. Jeunes, c'est important parce qu'ils doivent émettre de la lumière, et ils émettent de la lumière non pas parce qu'ils produisent des réactions nucléaires, sinon ça serait des étoiles et pas des planètes, mais parce que la contraction de gaz qui a formé la planète, bien évidemment, un gaz qui se contracte chauffe, et il faut du temps pour les refroidir. Donc si on les regarde sur les premières dizaines de millions d'années, elles émettent beaucoup de lumière dans l'infrarouge proche, et donc en faisant des observations infrarouge proche avec un coronographe, donc un masque qui cherche à cacher la lumière de l'étoile centrale, on peut voir ce type de planètes. On voit même des systèmes planétaires comme HR 97-99, peut-être que je me trompe. On voit 4 planètes et sur la dizaine d'années d'observation, on voit vraiment les planètes qui tournent autour de l'étoile. C'est magnifique. Mais évidemment, ce sont des planètes très très grandes. Oui, c'est encore des planètes, dans le sens où ne produisent pas de l'énergie par réaction nucléaire. Mais leur
processus de formation peut-être rassemble plus au processus de formation des étoiles binaires que des véritables planètes, comme dans le cas du système solaire. Dans le futur, avec des techniques plus poussées, on saura masquer mieux les étoiles sans masquer les planètes autour, et donc détecter, par exemple avec l'ELT, les plus grands télescopes au monde, l'ESO est en train de construire au Chili, 39 mètres, on pourra détecter même des planètes un peu comme la Terre, à des distances comparables au système Terre-Soleil. Et évidemment, avec l'évolution des techniques, on pourra détecter des vraies planètes plus proches de l'étoile qui, évidemment, n'émettent pas de la lumière, mais réfléchissent à la lumière de l'étoile. Donc, si on sait bien masquer l'étoile, on élimine ces contrastes et on pourra voir la planète. C'est la technique du futur, en fait, parce que jusqu'à quand on peut observer seulement des planètes en transit, on est fortement limité, fortement biaisé vers des planètes qui sont très très proches à l'étoile centrale. Si une planète est distante, la probabilité qu'il transite devant son étoile est pratiquement infinitésimale. Donc si on veut vraiment étudier un jour des planètes comme la Terre à des distances comparables à la distance Terre-Soleil, il faudra des techniques d'imagerie directe poussées. D'accord. Une question qui rejoint celle des exoplanètes, c'est celle de la vie extraterrestre. Vous qui travaillez sur les systèmes planétaires, il y a, alors, vous me reprenez si je me trompe sur les chiffres, mais environ 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie, des centaines de milliards de galaxies peut-être dans l'univers. Alors, pensez-vous qu'il existe des formes de vie sur d'autres planètes que la planète Terre? C'est une question qu'on a également posée à François Astron. Oui, certainement. Disons, ça on peut reprendre les mêmes raisonnements de Giordano Bruno. Disons, il y a tellement d'étoiles. Les étoiles sont des soleils. Si les soleils ont des planètes, les étoiles doivent avoir des planètes. Il avait raison. Si certaines planètes sont habitées comme la Terre, d'autres planètes doivent être habitées. Il n'y a aucune raison de penser que la Terre soit unique. Donc, et comme vous dites, 100 milliards d'étoiles dans la galaxie, 100 milliards de galaxies dans l'univers, c'est des chiffres gigantesques. On s'aperçoit cependant que le système solaire est un peu particulier. C'est un peu un système minoritaire du point de vue de sa structure. Les systèmes extrasolaires qu'on découvre sont très différents. Il y a des questions de bio-observationnelles, c'est plus difficile de trouver un système comme le Soleil, mais on peut faire des statistiques et déjà montrer que les systèmes solaires, l'équivalent du système solaire, peut se retrouver tout au plus autour d'une étoile sur 1000. Donc, voilà, on n'est pas les systèmes planétaires typiques, c'est un peu la révolution de la découverte des exoplanètes, parce qu'on pensait être les systèmes typiques. Après, la Terre n'est pas seulement une planète qui a la bonne distance du Soleil, c'est une planète qui a toute une structure géophysique particulièrement propice à l'existence de la vie, avec une dynamique interne, il y a un noyau qui a un champ magnétique qui protège l'atmosphère du vent solaire, une tectonique des plaques qui permet un recyclage partiel de l'atmosphère avec les manteaux, ce qui crée une certaine stabilité climatique parce que les soleils évoluent en luminosité, il devient de plus en plus chaud en évoluant comme étoile. Donc la planète doit s'adapter à ces soleils qui au départ est 30% plus faible et après il chauffe et va devenir encore plus chaud dans le futur. Et donc si une planète par exemple n'avait pas cette tectonique des plaques, donc il n'y aurait pas un échange d'atmosphère antérieur, ce serait très difficile pour la planète de s'adapter. Donc la planète serait habitable à un moment donné, mais plus tard. Donc la Terre a vraiment beaucoup de caractéristiques. Or, ces caractéristiques, parmi les planètes du système solaire, sont uniques. Donc voilà, il faut pas mal de conditions réunies. Dans nos modèles sur la formation du système solaire, on retrouve pas mal de contingences, et à juste titre, parce que c'est un système plutôt minoritaire. Donc on pourrait se dire que fabriquer un bon système planétaire et une planète habitable soit quelque chose de rare. Alors, on n'est pas sûr, parce qu'on peut aussi imaginer que la vie se développe sous des mondes exotiques, en s'adaptant à des milieux complètement différents. Mais bon, même imaginons que... Et après, il y a la grande question de l'émergence de la vie, dans ces transitions entre la chimie organique et les vivants, sur lesquelles nous avons encore très peu de réponses, et encore moins sur la probabilité, mais les biologistes s'orientent aussi vers des choses à très faible, des transitions à très faible probabilité. L'émergence de la vie serait quelque chose de très faible probabilité. D'ailleurs, sur la Terre, elle a eu lieu une seule fois. C'est pour ça que tous les êtres vivants sont apparentés avec les last unique common ancestor, le fameux Luca, donc qui veut dire justement que nous descendons tous d'une unique forme vivante. Donc la vie s'est développée, au moins elle s'est développée et a survécu une seule fois. Donc c'est quelque chose rare, sinon on aurait, comme on a plusieurs espèces,
On pourrait imaginer d'avoir plusieurs formes vivantes qui ne soient pas reliées au même ancêtre commun. Donc tout laisse penser que l'émergence de la vie, l'existence d'une planète habitable, véritablement habitable, et l'émergence de la vie soient des phénomènes à basse probabilité. Mais encore une fois, il y a 100 000 étoiles avec leurs planètes, 100 000 galaxies dans la galaxie et 100 000 galaxies dans l'univers. Donc pour moi, dans les conférences grand public, souvent je compare ça à gagner une loterie. Alors dans la loterie nationale, la probabilité de gagner est infime. Quand vous jouez, vous n'allez pas penser de gagner. Mais si tout le monde joue, il y a toujours un gagnant, hein. Et donc, dans cette loterie, toutes les étoiles jouent, parce que toutes les étoiles ont des planètes. Et le Soleil a gagné, il doit y avoir d'autres gagnants, c'est sûr. Alors, la faible probabilité, c'est traduit en distance. Si la probabilité de gagner est faible, il faut visiter beaucoup d'autres étoiles pour trouver la prochaine gagnante. Mais il y a un nombre fini d'étoiles à une distance donnée, donc il faut aller très loin pour visiter les nombres d'étoiles qu'il faut pour trouver la prochaine. Pareillement, la loterie marche très bien, hein. Il y a des gagnants de la loterie nationale, mais j'imagine que vous n'en connaissez aucun. Ce n'est pas quelqu'un de vos proches, un membre de votre famille, un de vos amis. Pourquoi? Parce que c'est très improbable. Et donc, celui qui a gagné, il faut connaître des millions de Français pour trouver le prochain en gagnant la loterie. Vous ne connaissez pas un million de personnes. Et c'est exactement la même analogie. Donc, je tiens à dire ça parce que parfois, il y a un peu de surattente que la vie sera découverte bientôt ailleurs, etc. Et ce n'est pas dit. C'est pas dit. Si la vie est improbable, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais ça veut dire qu'elle est loin. Et si elle est loin, elle sort de nos capacités de détection. Donc, moi, j'y tiens d'être réaliste et d'informer les gens à ce que, oui, peut-être on découvrira la vie bientôt, mais peut-être on ne la découvrira pas du tout bientôt, voire jamais si elle est rare, mais ça ne veut pas dire qu'on est unique. Surtout à l'échelle de l'humanité, je vois par exemple les envois de signaux qu'on envoyait dans l'espace au tout début du XXe siècle pour les tout premiers, et puis vraiment deuxième moitié du XXe siècle pour des signaux plus performants, plus intéressants. À l'échelle, on parlait de milliards d'années, de 4,5 milliards d'années, donc c'est immense. Et puis après, donc, on se pose la question, donc on vient de commencer à envoyer des signaux dans l'espace, pour combien de temps on en sera capable? Donc, quelle est la durée de vie d'une civilisation technologique, vu que se heurte avec les problèmes environnementaux par définition. Et donc, est-ce qu'on a devant nous des dizaines de milliers de vies, ou des centaines de milliers de vies, ou des millions d'années de vie? On ne sait pas. Mais donc, voilà, ceci donne, même si c'était 1 million d'années, comme vous dites, la vie d'une étoile, c'est 4 milliards, c'est des milliards d'années. Il y a une civilisation qui se développe pendant 1 million d'années, et après, il y a une décroissance, une décadence, une mort. Et donc, voilà, une étoile enverrait des signaux dans l'espace pendant 1 millième de sa vie. Donc, c'est encore des facteurs qui rentrent dans cette faible probabilité de rentrer en contact avec quelque chose. Avant de terminer, je vais vous poser quelques questions, cette fois-ci, qui ont été formulées par des étudiants davantage en physique, en mathématiques, etc. La première, c'est sur la cosmochimie. Est-ce que vous pourriez réexpliquer un peu en quoi consiste la cosmochimie et comment elle s'articule avec les autres travaux d'astronomes, de planétologues? Oui, tout à fait, bien volontiers, parce que la cosmochimie est fondamentale et c'est celle qui nous permet une reconstruction relativement fiable de l'histoire du système solaire. Donc la cosmochimie, c'est l'étude des propriétés chimiques des corps outre que la Terre. Alors, typiquement, c'est la même communauté qui s'occupe de géochimie et de cosmochimie. Typiquement, en géochimie, on étudie les roches terrestres, cosmochimie, on étudie les météorites qui arrivent sur Terre depuis les astéroïdes, Mars et la Lune, ou les échantillons ramenés par les missions spatiales. Donc cette discipline regarde ces roches, regarde leur composition chimique, leur composition isotopique. Et en fonction des résultats, elle nous donne des renseignements sur quelle région du disque ils se sont formés. Est-ce qu'ils contiennent que de la matière réfractaire? Alors, ils se sont formés quand les disques étaient très chauds, dans des régions chaudes du disque. Ils contiennent beaucoup de matière volatile, donc ils doivent se former dans une région du disque froid, donc au plus grande distance de l'étoile. Et surtout, on regarde aussi les rapports isotopiques. On pensait dans le passé que tous les corps étaient pareils dans le système solaire, mais c'était une question de résolution. Et aujourd'hui, avec les spectromètres de masse, on sait résoudre des rapports isotopiques avec une précision en
meilleure qu'une part sur 1 million. Et on voit des hétérogénéités. Les corps ne sont pas toujours les mêmes. Donc on voit des rapports isotopiques différents. Alors les plus importants sont les rapports nucléosynthétiques. Donc vraiment trace l'origine de la matière incorporée dans les corps. Et aujourd'hui, on utilise ces informations un peu comme les biologistes utilisent les empreintes ADN pour tracer, par exemple, les liens de parenté dans la société ou l'hybridation des populations, les grandes migrations, etc. Et par les biais isotopiques, on sait remonter, dire quel type de matériaux ont davantage contribué à la formation de la Terre et quels, en fait, ont contribué seulement à quelques pourcents. Et après, il y a d'autres isotopes qui, eux, sont des produits fils de la décroissance radioactive. Et là, donc, du coup, on a une paire d'isotopes père-fils et nous permet de dater les objets parce qu'on peut dater leur cristallisation, leur dernière fusion, leur dernier impact, leur dernier quelque chose qui a fractionné les rapports entre les pères et les fils. Et c'est comme ça qu'on arrive à bâtir toute une frise chronologique de l'évolution du système solaire, sinon on serait complètement dans les noirs. Et donc la grande différence entre les systèmes solaires et les systèmes extrasolaires est que même si dans les systèmes extrasolaires on découvrira davantage de planètes, on aura à un moment donné une vision exhaustive des planètes qui les composent, on n'aura jamais ces informations cosmochimiques. Et donc nous limiterons forcément dans la reconstruction de l'évolution de ces systèmes. Aujourd'hui, donc, cosmochimistes et planétologues travaillent en étroite synergie, en collaboration. Les programmes nationaux de planétologie que vous avez cités couvrent les deux communautés, donc il y a beaucoup d'interactions. Notre PEPR, qui est un programme d'équipement prioritaire de recherche, le gouvernement a financé en 2023 aussi, regroupe les deux communautés ensemble. On ne peut pas faire de la planétologie du système solaire sans la cosmochimie aujourd'hui. C'est pour ça que les étudiants voulaient absolument revenir dessus. Une autre question qu'ils souhaitaient vous poser, c'est que nous savons désormais que l'univers est constitué à peu près à 5% de matière que l'on connaît, à 25% de matière dite noire et à 70% d'énergie noire. Pouvez-vous nous dire quelle est la place de cette matière noire et de cette énergie dite noire dans la formation des systèmes planétaires? Est-ce qu'on sait quelque chose de cela? C'est très intéressant parce que quand on étudie la dynamique ou même la formation des planètes, on s'en passe complètement des matières noires et d'énergie noire. Ça nous sert à rien et on voit pas des choses qu'on ne peut pas expliquer sans les invoquer. Mais même, je dirais plus, si on regarde la dynamique du système solaire, donc on peut aujourd'hui, par le biais du calcul, reproduire les mouvements des planètes, ce qu'on appelle les éphémérides. Les planètes, on connaît leurs mouvements avec une grande précision. Et Saturne, par exemple, grâce à la sonde Cassini qui a tourné autour de Saturne, on connaît les mouvements de Saturne à 100 mètres près pendant 12 ans. Et les éphémérides, qui se basent sur la dynamique post-newtonienne, il faut quand même introduire un peu de relativité générale, même si sous forme simplifiée, reproduisent l'évolution des planètes parfaitement. Et au contraire, on peut tester, par exemple, des théories alternatives, l'existence d'autres potentiels, etc. Et à chaque fois, on dégrade la capacité des éphémérides. Donc, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas très bien dans cette matière noire et énergie noire qui rentre en jeu à l'échelle de la galaxie pour la matière noire, de l'univers pour l'énergie noire, à la petite échelle du système solaire sont complètement absents. Et évidemment, il faudrait comprendre un peu plus sur la microphysique de ces deux formes des matières et d'énergie pour comprendre pourquoi. Alors, une autre question que ces étudiants voulaient vous poser, une dernière, c'est si vous pouviez avoir aujourd'hui la réponse à une grande question d'astronomie ou même de métaphysique ou autre, laquelle serait-elle? Voilà, ça c'est une question surprenante. Alors bon, ne citons pas des questions pour lesquelles on ne peut pas avoir la réponse certaine, mais vous pouvez également citer une question sans réponse certaine, hein, c'est possible.
D'autres Bien sûr. intervenants l'ont fait avant vous. Ah bon, d'accord. Disons, en travaillant sur l'origine du système solaire, j'aimerais beaucoup, s'il y avait un jour un paradis, de voir la solution et de bien rigoler sur combien on s'écartait la solution exacte. Ça, Oui. c'est sûr, ça serait un petit rêve. Euh, voilà. Après, bon, pour venir plus terre à terre, je pense que par exemple, on aurait un grand avancement, et ça on l'aura un jour, hein, par la récolte d'échantillons sur Vénus. Parce que Vénus et la Terre sont des planètes très proches, très semblables du point de vue de la masse, distance au Soleil, 30% près, mais ils ont des évolutions évolutives complètement différentes. Donc, on voudrait savoir, par exemple, s'ils sont faits vraiment de la même matière ou pas. On voudrait savoir si la Vénus s'est formée sur le même temps caractéristique que la Terre ou pas. La Terre a ses temps de formation longs. Il y a un débat si la Terre s'est formée vraiment lentement ou si la Terre s'est formée rapidement, mais il y a eu un événement tardif, les grands chocs qui ont donné origine à la Lune. Et Vénus n'a pas de Lune, donc lui, elle ne l'aurait pas eu. Donc, en mesurant l'échelle des temps dans lesquels Vénus s'est formée, grâce au fameux isotope chronomètre radioactif, on pourrait voir si la Vénus se formait par exemple en 5 millions d'années, donc du coup la différence vraiment de la Terre et ces grands chocs lunaires et rien d'autre, ou si même Vénus a mis 50 millions d'années pour se former, donc du coup c'est une formation lente des systèmes des planètes telluriques qui se protractent dans les temps. Et bon, c'est le hasard des collisions qui a fait si que la Terre est une Lune et pas Vénus. Donc je pense vraiment qu'une question clé pour laquelle on aura une réponse, peut-être pas des mondes vivants, mais on l'aura. Et donc des grands avancements de connaissances scientifiques sur la formation de nos systèmes viendront des échantillons de Vénus. Alors, 3 questions pour terminer l'entretien. La première, elle porte un peu sur les astéroïdes. C'est-à-dire que les planètes que vous étudiez sont pour certaines frappées par des météoroïdes, voire par des astéroïdes. Ça a été le cas de la Terre il y a 65 millions d'années. D'autres, comme l'astéroïde Apophis, 27 millions de tonnes, vont frôler entre guillemets la Terre dans les années à venir. Est-ce que l'on peut craindre dans les décennies ou les siècles à venir l'impact d'un astéroïde sur notre planète? Oui, non, ça c'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de confusion sur la matière. Donc il est absolument vrai que la Terre, comme les autres planètes, sont bombardées par les objets. Alors il y a une distribution de taille, hein. Il y a très peu d'astéroïdes gros, il y a beaucoup d'astéroïdes petits. Donc la Terre est bombardée tous les jours, mais par des petits objets parce que la probabilité est faible, donc il faut avoir beaucoup d'objets pour avoir un impact par jour. Et ce sont des petits objets qui nous délivrent une météorite, et c'est la joie des cosmochimistes, il ne faut pas les empêcher de le faire. Évidemment, les grands impacts peuvent causer problème, voire même des extinctions massives comme celle des dinosaures, mais sont extrêmement rares. Donc un astéroïde d'un kilomètre, donc l'objet qui aurait causé l'extinction des dinosaures, c'est un objet de 10 km de taille, donc on estime un impact tous les 100 millions d'années par là. Un objet d'un kilomètre qui ne causerait pas une extension globale, mais c'est sûr un grand désastre à l'échelle continentale, ben son impact statistiquement tous les millions d'années et demie. Oui, donc c'est des temps très très longs. Pourtant, ben, ça peut arriver en théorie demain. Mais les astronomes ne sont pas restés en reste, donc ils observent pour détecter les astéroïdes qui croisent l'orbite de la Terre. Et aujourd'hui, par exemple, on connaît tous les astéroïdes plus grands qu'un kilomètre. Et il n'y en a aucun sur une trajectoire de collision avec la Terre. Donc, même si statistiquement, il y a une probabilité de collision sur tous les millions d'années et demie, donc pourquoi pas, à faible probabilité, ça pourrait être demain. Non, ce n'est pas demain parce qu'on les connaît tous. Voilà. Et aucun sur une trajectoire de collision aujourd'hui, disons, pour les prochains siècles. Alors, pour les objets plus petits, évidemment, plus un objet est petit, moins dangereux il est. Donc aujourd'hui, l'objectif est connaître tous les objets plus grands que 150 mètres. Et disons que ce sont les seuls objets qui créeraient des désastres importants. Et on n'en connaît pas tous, mais une grande fraction. Donc je dirais qu'il faut continuer à soutenir cet effort de cartographie. Et sans doute, vu que ce type de collisions, même avec des objets 150 mètres, sont rares, style une fois tous les 10 000 ans, ben, on découvrira qu'il n'y a rien en trajectoire de collision avec la Terre, donc on est tranquille. Donc moi je pense que parfois les astronomes agitent un peu trop les spectres de la collision pour ben, tester des déviations. Ouais, c'était le cas avec DART, etc. Je pense que
c'est un peu prématuré, il n'y a pas à s'affoler, je pense qu'il n'y a pas à s'en protéger, sans doute pour les temps raisonnables de quelques siècles, il n'y a rien de majeur qui est en trajectoire de collision avec la Terre. On peut l'affirmer pour des objets plus grands qu'un kilomètre, pas encore tout à fait pour des objets plus grands que 150 mètres. Et après, les objets plus petits sont bienvenus, parce que justement, on nous amène des renseignements par le biais des météorites, donc on ne veut surtout pas les empêcher de tomber. Bien sûr. Voilà, donc je dirais qu'on peut dormir tranquille. L'avant-dernière question, elle porte sur l'idée d'une 9e planète. Certains astronomes avancent qu'il pourrait y avoir au sein de notre système solaire une 9e planète très éloignée, d'environ 5 à 7 masses terrestres. Est-ce que cela signifie que l'on pourrait, en 2024 ou plus tard, découvrir une nouvelle planète dans notre système solaire? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est cette idée qu'il existe une nouvelle planète n'est pas une idée loufoque, hein, c'est basé sur des observations. Donc on voit que les petits corps les plus distants de notre système solaire que nous connaissons ont des orbites un peu anormales. Par exemple, les orbites sont toutes alignées dans la même direction, alors qu'on s'entendrait qu'ils soient éparpillés un peu partout dans les ciels. Et donc, pour expliquer cette observation et d'autres, il faut postuler qu'il existe un corps massif, des masses que vous avez évoquées, 5-7 masses terrestres, sur une orbite de l'ordre de 500 unités astronomiques, donc très loin hein, par rapport aux planètes connues, ça s'arrête à 30 unités astronomiques avec Neptune. Donc c'est des astronomes tout à fait sérieux qui ont fait ces calculs. Alors pourquoi pas tout le monde est convaincu? Parce que le nombre d'objets distants qu'on observe, sur lesquels on voit ces anomalies qui révèlent un peu la possible existence d'une planète, ne sont pas très nombreux, sont une petite dizaine. Donc il faut s'interroger sur la statistique des petits nombres. Et en plus, c'est des objets qui ont été découverts par différents astronomes différents. Donc il y a la question des bio-observationnels. Donc est-ce qu'on a découvert des objets sur des orbites alignées parce qu'on a observé dans une direction préférentielle du ciel, parce que de l'autre côté il y a la Voie lactée, donc on ne voit rien. Et donc il faut tenir compte des statistiques des petits nombres, des bio-observationnels. Il y a eu des calculs qui ont été faits, ça montre que ces anomalies devraient être réelles, ont une probabilité de seulement 0,2% d'être dues à des statistiques des petits nombres et des bio-observationnels, mais ça dépend un peu comment on s'y prend pour faire les calculs, donc il y a un peu de débat là-dessus. Donc il y a du débat, et il y a des astronomes très sérieux, compétents, qui sont certains convaincus de l'existence de la planète, certains pas encore, ou parfois convaincus du contraire. Comment est-ce qu'on tranchera? On tranchera bientôt grâce à un nouvel instrument, l'observatoire Vera-Rubin, qui va étudier les ciels toutes les semaines, toute l'intégralité du ciel toutes les semaines, en gardant vraiment trace de partout les télescopes observés, indépendamment qu'il ait découvert quelque chose ou pas. Et donc ça permettra de bien modéliser les bio-observationnels. Cet observatoire peut-être découvrira la planète, peut-être pas si la planète est trop sombre, mais découvrira davantage d'objets distants et donc on pourra voir si ces anomalies persistent. Quand on connaîtra plus d'objets, on aura des bio-observationnels certains ou pas. Donc je pense que d'ici 5 ans, on sera fixé. S'il y a vraiment des anomalies dans la distribution orbitale du système solaire distant ou pas. S'il y a une anomalie orbitale, il y a forcément une planète. S'il n'y a pas d'anomalie, ben, il n'y a pas besoin d'une planète. Si cette planète existe, elle est forcément loin, parce qu'encore une fois, on ne voit pas ces perturbations sur les planètes connues, typiquement sur Saturne, ces fameux 100 mètres sur 12 ans. On les reproduit parfaitement sans invoquer une nouvelle planète. Au contraire, si on met une autre planète trop proche, l'éphéméride se dégrade. Donc la planète doit être aujourd'hui à plus de 600 unités astronomiques du Soleil. Donc ça peut être à l'aphélie de son orbite, hein, c'est le point le plus probable. Par les lois de Kepler, on passe plus de temps à l'aphélie. Donc en soi, ça ne prouve pas l'inexistence de la planète, mais ça ne prouve pas non plus l'existence de la planète. Bien sûr. Alors, dernière question qui porte, elle, sur l'exploitation humaine des planètes. Certains avancent que la Lune, par exemple, est riche en hélium-3, qui pourrait alimenter des centrales nucléaires à fusion, même si elles n'existent pas encore tout à fait. Est-ce que vous craignez que l'homme n'exploite d'autres planètes de la même façon qu'il exploite déjà la Terre? Oui, c'est sûr qu'avec les développements technologiques et l'aisance à aller dans l'espace, l'idée d'exploiter la Lune d'abord, certaines parts des petits corps, Mars, etc., ça pourra devenir réaliste.
Alors, le seul espoir est que l'humanité sache se mettre des freins et que, disons, le développement de l'humain a été un peu aveugle hein, dans la précipitation, sans trop programmation, sans trop réfléchir aux conséquences, parce que ben, c'était nouveau, on était en pleine effervescence. On peut imaginer, on a découvert l'Amérique, on a massacré des civilisations comme les Aztèques ou les Incas. Aujourd'hui, on ne les ferait pas. Si on découvrait des Martiens, vous imaginez bien qu'on ne les massacrerait pas. On les protégerait pour les étudier. Voilà. Donc la sensibilité a changé. Je peux espérer que donc, même dans l'exploitation d'autres corps, on saura y aller avec plus prudemment. Et c'est déjà un peu le cas avec ce qu'on fait en Antarctique, par exemple. Donc, l'exploitation de l'Antarctique est très réglementée, en bon accord avec les nations, on ne fait pas n'importe quoi. Donc, je veux bien espérer qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Alors, jusqu'à quand c'est les États qui sont impliqués, les États commencent à avoir une certaine conscience. Il y a un peu plus de risques si les privés peuvent y aller tout seuls, sans réglementation. Surtout si les privés sont un peu fous, on voit en ce moment, avec des idées un peu bizarres. Et donc là, voilà, c'est un peu à se craindre. Donc, quand on se balade avec un t-shirt Occupy Mars, il y a des questions à se poser. Donc on peut espérer que les États, surtout les États démocratiques, sachent limiter la liberté des individus ou des entreprises individuelle, parce que l'appât du gain peut devenir très dommageable. Et il faut donc bien réfléchir. C'est pour ça que c'était une question qu'on souhaitait vraiment aborder avec vous, qui nous tenait à cœur. Pour terminer, je tiens à vous remercier au nom de tous les étudiants. Merci à vous, c'était très intéressant, très plaisant. Je rappelle un élément qu'on mettra également dans la description de la vidéo, votre leçon inaugurale au Collège de France qui est disponible, Merci. Déterminisme et stochasticité des processus de formation planétaire, publié en 2024. Et puis en guise d'ouverture, les étudiants voulaient rappeler une petite chose qu'ils ont notée en faisant des recherches, c'est que l'étoile la plus proche du système solaire, donc Proxima du Centaure, autour de laquelle gravite une super Terre, comme on l'appelle, une exoplanète qui a des propriétés proches de celles de notre Terre et qui se situe en zone habitable. Il existe actuellement des projets d'envoi de... Alors c'est vraiment l'idée de projet, c'est ça, de nanosatellites. Nanosatellites propulsés par laser. C'est ça, propulsés par des faisceaux laser qui pourraient permettre, en seulement 10 ans, disent certains, de voir si cette planète accueille déjà des formes de vie extraterrestres. Est-ce que vous, c'est un élément que vous avez déjà étudié? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est faisable? Je pense que c'est faisable d'accélérer quelque chose de petit à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Ça donnerait donc l'étoile à 4 années-lumière, donc ça donnerait un vol, disons, sur 20 ans peut-être. On sait attendre quand on va voir Pluton avec New Horizons, on a attendu 15 ans. Voilà, donc c'est tout à fait faisable. Maintenant, le problème est miniaturiser tous les instruments, parce qu'évidemment, si les satellites ont une masse, on ne saura pas l'accélérer. Et ces satellites doivent avoir des capacités d'observation, des capacités de transmission. Donc là, c'est un défi technologique gigantesque. Une autre chose, tenez compte que quand on voyage à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, ben il n'y a pas le frein. Donc on passera extrêmement rapidement à côté de la planète. Il n'y aura pas quelqu'un d'autre avec un laser opposé pour freiner les satellites. Donc ça sera, si déjà on reste un peu sur sa faim quand on fait des fly-by planétaires comme les missions voyageurs vers Uranus et Neptune, même vers Pluton, parce qu'on passe, ça dure quelques heures, après c'est fini. Et donc on aura envie de retourner parce qu'en fait c'est des observations importantes mais soulèvent plus de questions qu'elles en répondent. Ben là, ce sera un fly-by d'une fraction de seconde. Et donc, quelles seront vraiment les données qu'on saura récolter? Donc ça, c'est des questions très, très, très réelles qu'il faut se poser avant de s'embarquer sur une telle mission. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci d'avoir regardé ce nouvel entretien de la chaîne Sciences et Culture. On revient vers vous très vite avec de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quels invités et quels sujets vous aimeriez traiter sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo, ça compte vraiment pour nous. Merci beaucoup.